Tu entends le mot DeFi partout, mais finalement tu sais pas vraiment ce que c'est, à quoi ça sert et comment en tirer profit. Je vais te faire un joli tour d'horizon pour tenter de t'expliquer les bases avec quelques tutos évidemment et les outils que j'utilise pour faire de la DeFi. On va se retrousser les manches, mettre les mains dans le cambouis et utiliser vraiment la blockchain pour que tout soit clair pour toi. Reste bien jusqu'à la fin pour devenir un vrai pro et pour que la DeFi n'ait plus de secret pour toi. Mais d'abord, bonjour à tous et bienvenue sur RN Crypto. Salut, c'est Max du montage. Désolé, je vous coupe dans la vidéo, je prends 10 secondes. Juste pour vous prévenir, je devais faire une seule vidéo, mais finalement au montage, je me rends compte que ça va être énorme et presque indigeste parce qu'elle fera quasiment 1 heure. Donc on fera 2 parties. La première partie que vous êtes en train de regarder sur les bases de la DeFi, les explications, les swaps, les bridges, etc. Et une partie un peu plus technique qui sortira, je pense, du coup la semaine prochaine. Comme ça divisera le travail par 2, ce sera beaucoup plus agréable. J'en profite également pour vous proposer un petit giveaway. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne et franchement, ça fait hyper plaisir. Donc un petit giveaway de 20 $. Il suffira juste de commenter la vidéo, de la liker et de vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je tirerai au sort parmi les commentaires et je donnerai le gagnant dans la prochaine vidéo et je le contacterai directement. Allez, bonne chance et à plus. Ciao. Introduction. La base, c'est la finance traditionnelle. Avant de voir ce qu'est la DeFi, c'est-à-dire la finance décentralisée, il faut d'abord comprendre la finance traditionnelle. Rapidement, le but de la finance a toujours été de générer du rendement ou du profit à partir d'argent que tu possèdes ou que tu empruntes. Donc par plusieurs outils, faire travailler son argent. Par exemple, vous pouvez déposer de l'argent à la banque et toucher des intérêts. Investir dans des actions pour obtenir des dividendes, prêter de l'argent et recevoir des intérêts en retour, faire du trading, etc. Les banques et institutions financières proposent des services comme des prêts, des comptes épargne, des échanges de devises ou des placements type actions, obligations, ce genre de choses. Dans tous les cas, l'objectif est le même, faire travailler l'argent pour qu'il rapporte plus sur le long terme, de façon plus ou moins sécurisée. Dans un système traditionnel, beaucoup d'intermédiaires jouent un rôle. Les banques, les courtiers, les bourses, etc. Ils gèrent nos transactions, gardent notre argent, imposent des délais, fixent les règles et bien sûr prennent des commissions et des frais au passage. Cela peut limiter l'accès, par exemple il faut souvent un compte bancaire et des justificatifs. Et ça peut aussi ralentir les opérations, avec les transferts internationaux qui sont souvent très lents, les horaires limités, etc. La finance décentralisée est née en réponse à ces limitations, en profitant des avancées de la technologie blockchain pour proposer quelque chose de nouveau. 2. Introduction à la DeFi. Donc c'est quoi la DeFi? Donc déjà, c'est l'abréviation de Decentralized Finance. En français, finance décentralisée. Il s'agit d'un nouvel écosystème de services financiers construit sur des blockchains publiques, comme Ethereum, Solana, Aptos, etc. Fonctionnant sans intermédiaire centralisé, en théorie évidemment. En d'autres termes, la DeFi permet de retrouver les services financiers classiques, donc prêter, emprunter, échanger des actifs, investir, mais sans passer par une banque ou une institution. À la place, tout est géré par du code informatique appelé smart contract ou contrat intelligent, déployé sur la blockchain. Ces programmes autonomes exécutent automatiquement les transactions et règles prévues, ce qui assure le fonctionnement du système 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans intervention humaine directe. La différence fondamentale avec la finance traditionnelle, c'est donc la suppression d'intermédiaires. Plus besoin de faire confiance à une banque ou à un courtier pour garder ou déplacer vos fonds. Vous faites confiance à un réseau décentralisé de computers, d'ordinateurs et au code des smart contracts. Tous les échanges sont transparents, vu que les transactions sont publiques sur la blockchain, et ouverts à tous. N'importe qui disposant d'une connexion Internet et d'un portefeuille crypto peut accéder à la DeFi. Il n'y a pas de dossier à monter ou de permission à demander. Les principes clés de la DeFi sont souvent résumés ainsi. Décentralisation, pas d'autorité centrale unique, transparence, toutes les opérations sont visibles et vérifiables, et automatisation, les règles financières sont inscrites dans le code. En pratique, cela signifie aussi plus de contrôle
pour l'utilisateur sur ses propres fonds. Ça, c'est sur le papier évidemment, on peut vite se rendre compte qu'il y a quand même quelques trous dans la raquette. Mais quel est l'intérêt pour les utilisateurs ? D'abord, la DeFi peut offrir des opportunités de rendement plus élevées que la finance traditionnelle, car elle élimine certains coûts et permet des innovations rapides. Par exemple, il est possible de prêter vos crypto-monnaies et de toucher des intérêts plus élevés que sur un livret bancaire classique, en contrepartie d'un risque plus élevé bien sûr. Ensuite, la DeFi est ouverte et mondiale. Pas de discrimination, pas d'horaire de fermeture. Un utilisateur en France, en Inde ou au Brésil peut accéder aux mêmes applications DeFi à tout moment, selon les conditions locales évidemment. C'est une finance programmable. Des développeurs du monde entier créent sans cesse de nouveaux produits financiers sous forme d'applications décentralisées, les DApps, ce qui fait évoluer l'écosystème très rapidement. En résumé, la DeFi promet une finance plus accessible, rapide et innovante, où l'utilisateur garde la main. Par contre, pour en profiter, il faut comprendre un peu le fonctionnement des réseaux blockchain sous-jacents et toute la mécanique que ça implique. Donc avant tout, il faut bien être conscient de ce que tu fais. Ça comporte des risques, des pertes de capital, de hacks, etc. Donc aucun conseil en investissement ici, uniquement de la pédagogie. Si tu as le moindre doute, n'hésite pas à écrire dans les commentaires ou à m'envoyer un message directement, j'y répondrai avec plaisir. Surtout si tu as un peu peur de faire une bêtise. Je vais te présenter tous les outils et facettes de la DeFi que tu pourras cumuler ou juste utiliser certains outils qui t'intéressent. Commençons par la notion de réseau blockchain. Comprendre la notion de réseau est essentiel pour évoluer en DeFi. Un réseau, dans ce contexte, c'est une plateforme technologique décentralisée avec ses propres règles, sa propre monnaie native et son écosystème d'applications. On va parler ici d'Ethereum, de Solana, de Cosmos, etc. La DeFi repose sur ces réseaux parce que ce sont eux qui hébergent les smart contracts. Chaque transaction DeFi, un échange, un prêt, etc., est en fait une transaction sur l'un de ces réseaux. Pour imager, on peut dire que chaque réseau blockchain est un peu comme une console de jeux vidéo. Donc Xbox, Play 5, ce genre de choses. Une application conçue pour Ethereum ne fonctionne que sur Ethereum. Une application sur Solana ne fonctionne que sur Solana, etc. Essaye par exemple de mettre ton jeu Xbox dans une Play, évidemment ça va pas marcher. Ou utilise la manette de la Wii sur ton PC, c'est pareil, à moins de passer par des trucs, des machins, bref. Tu vois l'idée. C'est une question de portage, de code et de développement. Chacun a ses spécificités techniques. Par exemple, Ethereum est très sécurisé et décentralisé. Mais les transactions y sont parfois lentes et les frais, qu'on appelle frais de gaz, peuvent être élevés lorsque le réseau est chargé. Solana, de son côté, a été conçu pour être très rapide et peu coûteux en frais, ce qui le rend pratique pour des petites transactions ou des applications nécessitant beaucoup d'interactions en temps réel, au détriment de la décentralisation. Arbitrum est ce qu'on appelle une solution de seconde couche, donc une layer 2, pour Ethereum. En gros, c'est un réseau qui s'appuie sur Ethereum, mais qui permet d'exécuter les opérations plus vite et moins cher, tout en bénéficiant de la sécurité du réseau Ethereum en arrière-plan. Pourquoi la DeFi utilise ces réseaux ? Parce que sans blockchain, pas de smart contract, et sans smart contract, pas de DeFi. Le choix du réseau influe sur l'expérience utilisateur. Sur Ethereum, une opération DeFi peut coûter quelques dollars de frais et prendre 1 minute ou 2, même plus parfois, alors que sur Solana, elle coûte quelques centimes et sera quasiment instantanée. Chaque réseau a aussi son écosystème. Par exemple, beaucoup de protocoles DeFi sont nés sur Ethereum. On va parler d'Uniswap, AAVE, ce genre de choses. Car c'était le tout premier réseau qui a été populaire pour la DeFi. Mais ils ont ensuite été adaptés ou concurrencés sur d'autres réseaux comme Solana. Il est important de comprendre qu'en DeFi, on navigue souvent d'un réseau à un autre en fonction de l'application qu'on souhaite utiliser ou des avantages recherchés.
Nous verrons plus loin comment passer d'un réseau à l'autre, grâce au bridge. Donc en résumé, un réseau blockchain, c'est l'infrastructure de base sur laquelle la DeFi opère. Et chaque réseau offre un compromis différent entre vitesse, coût, sécurité et décentralisation. Zoom sur la narrative à venir. La DeFi sur Bitcoin. Vous vous demandez peut-être, et Bitcoin dans tout ça? Bitcoin est la première des crypto-monnaies, mais son réseau n'a pas été conçu à l'origine pour faire tourner des applications de finances décentralisées complexes. Bitcoin sert surtout à transférer de la valeur, des paiements, et à stocker de la valeur. On parle de réserve de valeur numérique, j'aime pas trop ça, mais un peu comme de l'or digital. Longtemps, on a pensé que Bitcoin et la DeFi ne pouvaient pas trop se mélanger. La plupart des protocoles DeFi se sont développés sur Ethereum ou d'autres blockchains programmables, tandis que Bitcoin restait à part, utilisé principalement pour conserver de la valeur ou spéculer. Par contre, c'est un peu en train de changer. On parle de plus en plus de DeFi sur Bitcoin, parfois surnommé Bitcoin DeFi ou BTCFi. L'idée est d'apporter sur le réseau Bitcoin des services comparables à ceux d'Ethereum, des prêts, des échanges, ou au moins de permettre aux détenteurs de Bitcoin de profiter de la DeFi sans quitter l'univers Bitcoin. Donc de pouvoir par exemple toucher du rendement sur tes Bitcoins stackés, tu vois, dans un des liens. Pourquoi est-ce que la DeFi sur Bitcoin devient un sujet brûlant? Il y a plusieurs raisons. D'une part, Bitcoin représente énormément de capital. C'est la crypto avec la plus grande capitalisation de marché. Permettre à ces fonds d'être utilisés dans la DeFi pourrait décupler la taille de l'écosystème. Imaginez tous les bitcoins endormis sur des wallets qui tout à coup pourraient être déposés sur des protocoles pour gagner des intérêts. D'autre part, de plus en plus d'outils techniques apparaissent pour rendre cela possible. Par exemple, des surcouches au réseau Bitcoin, appelées couche 2 ou sidechain, qui ajoutent des capacités de smart contract. On peut citer le réseau Lightning, plutôt axé paiement rapide, ou des projets comme Rootstock et Stacks, qui sont des blockchains liées à Bitcoin et permettant des applications plus complexes. Il y a aussi le projet Babylon pour stacker ses bitcoins pour faire profiter à d'autres applications de la sécurité de Bitcoin. Il existe aussi la possibilité d'utiliser ces BTC dans la DeFi d'autres réseaux en les encapsulant, donc des wrapped BTC, un jeton sur Ethereum ou Solana qui représente du Bitcoin. Tout cela ouvre la porte à des usages DeFi pour le Bitcoin. Les choses évoluent vite. Récemment, on a observé une augmentation massive de la valeur verrouillée sur Bitcoin dans des applications de finances décentralisées. Selon une étude de Binance Research, la valeur totale verrouillée, donc la TVL, de la DeFi sur le réseau Bitcoin a bondi de plus 2700% en un an, pour dépasser les 8,6 milliards de dollars. Donc la DeFi sur Bitcoin pourrait en faire une poule aux œufs d'or et booster la demande et l'adoption. Donc clairement, ça veut dire que les bitcoins utilisés dans des protocoles DeFi sont 27 fois plus nombreux qu'il y a un an. C'est un essor fulgurant. Cette dynamique est importante car elle transforme un peu la nature de Bitcoin. Au lieu d'être seulement une réserve de valeur inerte, Bitcoin peut devenir un actif productif qui génère du rendement. C'est une petite révolution dans la grande évolution crypto. Bien sûr, on n'en est qu'au début et tout n'est pas encore aussi développé que la DeFi sur Ethereum. Mais le mouvement est lancé. Et ça pourrait vraiment impacter le prix du Bitcoin à terme si en plus il avait une utilité comme celle-ci. Bien que cela pose de nouvelles questions sur les fondamentaux et la philosophie de Bitcoin. J'en parle dans cette vidéo en haut à droite d'ailleurs si ça t'intéresse. Tour d'horizon des grands blocs de la DeFi. Maintenant que les concepts de base sont posés, on va entrer dans le vif du sujet, les grands blocs qui composent la finance décentralisée. On va passer en revue les principales catégories de services DeFi, expliquer ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Ces blocs sont les swaps, donc les échanges de tokens, les bridges, les passerelles entre réseaux, le stacking et le liquid staking, les prêts et emprunts, donc les borrow et lending, les ordres limites et les produits dérivés.
Et enfin, le trading scalping en environnement DeFi. Je voulais parler du yield farming, qui a encore une surcouche, mais on en parlera peut-être dans un autre truc parce que ça fait une vidéo beaucoup trop longue et c'était un peu délicat, donc on verra plus tard. Tu as les chapitres juste en bas si tu veux pour aller directement à ce qui t'intéresse. Mais je te conseille quand même de tout regarder. Un petit récap, ça fait jamais de mal. Allez, c'est parti. Donc les swaps, les échanges décentralisés. Les swaps, c'est le terme qu'on utilise pour parler des échanges de crypto dans la DeFi. Il s'agit tout simplement de convertir un token en un autre, comme vous le feriez dans un bureau de change avec des devises. Sauf qu'ici, tout se passe via un échangeur décentralisé appelé DEX, un Decentralized Exchange. Donc finalement, tu ne vends pas vraiment une crypto, tu l'échanges contre une autre. On verra un peu plus loin comment ça fonctionne. Mais par exemple, convertir de l'Ether, donc le TH, en DAI, donc c'est un stablecoin dollar, ou du Solana en USDC. À quoi ça sert? Principalement à trader des cryptos sans passer par une plateforme centralisée, comme Binance ou Coinbase. C'est la brique de base. Si vous avez un token et que vous en voulez un autre, le swap DeFi vous le permet instantanément de pair à pair. Comment ça fonctionne? La plupart du temps via ce qu'on appelle un Automated Market Maker, AMM, ou un formateur de marché automatisé. Au lieu d'avoir un carnet d'ordre avec des acheteurs et des vendeurs, un AMM utilise des pools de liquidités fournis par d'autres utilisateurs. Par exemple, un pool de liquidité contient 2 tokens, disons ETH et DAI, déposés par des utilisateurs. Et le smart contract utilise une formule mathématique pour calculer le taux de change en fonction de la quantité de chaque token dans le pool. Quand vous swappez, vous ajoutez un token au pool et retirez l'autre, ce qui ajuste le prix. C'est ce principe qu'a popularisé Uniswap sur Ethereum. Sur Solana, on a des DEX équivalents, Orca, Raydium et même des agrégateurs comme Jupiter qui vont chercher le meilleur prix à travers plusieurs DEX. Tout cela peut sembler un peu technique, mais l'interface utilisateur rend la chose aussi simple que d'utiliser un échange classique. Par contre, quel que soit le réseau ou l'outil que tu vas utiliser, pense toujours à avoir le token du réseau mère pour payer les frais, même s'ils sont infimes. On va faire une petite démonstration à l'écran. Ouvrons l'interface d'Index pour voir concrètement un swap. Donc là, par exemple, on est sur Camino, qui est sur le réseau Solana. Évidemment, il y en a plein d'autres. Vous choisissez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Bref, dans l'onglet Swap, tu choisis ce que tu veux vendre ou échanger. Donc là, des USDC et ce que tu veux avoir, par exemple du Sol. Donc, je veux échanger des USDC contre des Sol. Ensuite, je choisis le montant, donc par exemple 300 USDC, ce qui représente à ce jour environ 2 sols. Ici, juste en bas, on voit les chemins choisis. Comme c'est un agrégateur, comme Jupiter par exemple, ils vont chercher le meilleur chemin pour que ça te coûte le moins cher possible et que ça aille le plus vite. Vu que tu es sur Solana, les frais sont infimes. Donc, tu valides sur le wallet et c'est cool. Tu as tes 2 sols dans ton wallet, puis tu peux faire l'inverse si tu veux revenir en USDC. Tac. Donc, comme je te l'ai dit juste avant, qu'on soit sur Camino ou Jupiter qui sont des agrégateurs, ils vont sélectionner les chemins les plus avantageux pour toi à travers différents pools et protocoles. D'ailleurs, on va rapidement parler de la notion de slippage. Le slippage, c'est la différence entre le prix affiché au moment où tu veux faire un swap et le prix réel au moment où la transaction va être exécutée. Cela arrive quand le marché bouge rapidement ou quand la liquidité est faible. Plus tu échanges un montant important dans un petit pool, plus tu risques de faire bouger le prix. Donc plus le slippage sera élevé. En résumé, slippage faible égale transaction proche du prix prévu mais plus lente et plus de risques que cela ne fonctionne pas. Et slippage élevé égale tu reçois moins que prévu à cause de la variation de prix entre l'ordre et l'exécution, mais c'est plus rapide et efficace. On peut généralement définir un slippage maximum dans les paramètres du DEX pour éviter de mauvaises surprises. En résumé, les swaps décentralisés vous permettent d'échanger vos cryptoactifs à tout moment de manière non custodiale. Vous gardez le contrôle de vos fonds jusqu'à l'échange.
et souvent avec des frais faibles si vous utilisez un réseau peu coûteux. C'est un composant essentiel car il alimente la liquidité de tout l'écosystème DeFi. Voyons maintenant les bridges, donc les ponts entre blockchains. Donc rappelle-toi, on a parlé des multiples réseaux blockchain, Ethereum, Solana, etc. Chacun est un univers isolé. Un bridge est un outil qui permet de transférer des actifs d'une blockchain à une autre. Par exemple, vous pourriez vouloir envoyer des USDC d'Ethereum vers Solana pour profiter d'une application DeFi sur Solana. Normalement, on ne peut pas directement envoyer un token d'un réseau à un autre, car les blockchains ne se parlent pas nativement. Le bridge vient créer une connexion. En général, il va verrouiller votre actif sur la blockchain d'origine et émettre une copie équivalente sur la blockchain de destination. Dans notre exemple, le bridge prendrait vos USDC sur Ethereum, les bloque dans un smart contract et vous donnerait en échange des USDC sur Solana. Ce sont techniquement des tokens natifs Solana qui représentent les USDC verrouillés. Ainsi, vous pouvez utiliser ces USDC transférés sur Solana presque comme s'ils y étaient nativement. Donc à quoi ça sert? À profiter du meilleur des deux mondes. Chaque blockchain ayant ses atouts, le bridge vous permet de passer de l'une à l'autre avec vos fonds. Par exemple, vous pouvez sortir d'un réseau congestionné pour aller vers un réseau plus rapide ou vers un protocole spécifique qui n'existe que sur un certain réseau. Vous envoyez des ETH du réseau Ethereum vers Base, par exemple, pour profiter des applications sur Ethereum, mais sans payer des prix de fou. J'ai fait récemment une vidéo sur Eclipse qui est un bridge finalement d'Ethereum vers Solana. Je vous mets la vidéo juste en haut à droite si vous voulez un peu clarifier certains points. Donc, prenons un exemple simple avec le bridge Orbiter. Supposons que je veuille déplacer un peu d'ETH d'Ethereum à Base. Sur le bridge, je choisis Ethereum en chaîne source et Base en chaîne cible. Je sélectionne ETH comme token et le montant que je veux envoyer. Une fois la transaction confirmée sur Ethereum, le bridge va attendre le bon nombre de confirmations puis émettre sur Base les ETH ou un équivalent wrappé. Attention, les bridges peuvent prendre du temps et comportent des étapes de confirmation. Il faut suivre les instructions attentivement et bien vérifier les adresses de vos wallets et être sûr que vous êtes sur le bon réseau. Mais une fois qu'on a compris, c'est un outil puissant pour naviguer entre les différentes couches de la DeFi. Parlons maintenant de staking et de liquid staking. C'est un terme dont vous avez déjà sûrement entendu parler car il est lié au fonctionnement même de certaines blockchains. Staker, c'est verrouiller des tokens pour participer à la sécurité du réseau et en retirer des récompenses. Dans les blockchains en proof of stake, donc c'est-à-dire en preuve d'enjeu, comme Ethereum notamment depuis sa mise à jour 2.0, ou Solana, le consensus qui valide les transactions repose sur des validateurs qui doivent eux-mêmes déposer des tokens en garantie. C'est le staking. En échange de ce service, donc sécuriser le réseau et valider les blocs, les validateurs gagnent des récompenses en crypto qui proviennent des nouvelles émissions de tokens et des frais de transaction. Vous pouvez staker sur des sites des projets directement ou via des protocoles reprenant plusieurs projets à la fois ou depuis les dashboards des wallets, comme Keplr pour le Cosmos Hub par exemple. J'en parle notamment dans cette vidéo en haut à droite sur des astuces et tips pour générer du cash facilement. Le staking classique est donc un moyen de générer un rendement passif sur vos cryptos, un peu comme un compte épargne rémunéré. Vous gardez vos tokens, mais ils sont verrouillés ou au moins non utilisables pendant la période de staking. Le rendement varie selon les réseaux, par exemple environ 4 à 5% par an sur ETH après The Merge, ou autour de 6-7% sur Solana. Ça fluctue. Il y a même jusqu'à 13 ou 14% sur le Cosmos Hub. Le principal inconvénient, c'est cette immobilisation. Si vous avez besoin de vos fonds rapidement, il faut déstaker et souvent attendre une période donnée. Sur Ethereum, ça va être quelques jours, à quelques semaines suivant la queue de retrait. Sur Solana, c'est 2 jours. Et même plusieurs semaines sur le Cosmos Hub. Donc attention. C'est là qu'intervient le concept de liquid staking. Le liquid staking, c'est la meilleure des deux mondes. Vous stakez vos actifs
Mais en échange, on vous donne un jeton liquide qui représente votre position stakée. On appelle ça un LST, Liquid Staking Token. Par exemple, avec le protocole Lido sur Ethereum, vous déposez un ETH à staker, on vous donne en échange un STETH. Le STETH est un token que vous pouvez utiliser librement pendant que votre ETH est staké en arrière-plan. Ce STETH prend de la valeur au fil du temps ou accumule des intérêts car il représente votre Ether plus les récompenses accumulées. Pareil sur Solana avec Kairos ou Lido Solana, vous déposez du SOL, vous recevez du KaiSol ou STSOL. Ces jetons de liquid staking peuvent être échangés à tout moment comme n'importe quel token ou même utilisés dans d'autres protocoles DeFi. Par exemple, prêter du STETH, fournir du KaiSol dans une pool de liquidité, etc. Ainsi, vous gagnez des intérêts via le staking et vous conservez de la flexibilité pour utiliser vos fonds. Évidemment, il faut passer par des protocoles de confiance car le smart contract va gérer vos fonds stakés à votre place. Donc on va regarder rapidement comment faire du staking sur Solana avec du liquid staking. On va le faire avec du Solana et avec Kairos. Et on va tout faire ensemble depuis le début. J'ai 300 USDC, donc 300 $ environ. Depuis Camino par exemple, je swap 150 USDC en SOL. Donc j'obtiens environ 1 SOL. Je valide sur mon wallet, tac. Ensuite, je vais sur Kairos et je délègue mon SOL, donc je stack pour environ 8% de rendement. En échange, j'obtiens du KaiSol. Je vais recevoir automatiquement la récompense du staking intégré. Le prix du KaiSol par rapport au SOL augmente petit à petit en fonction du pourcentage. Et si je veux récupérer mes SOL, je pourrais soit échanger mes KaiSol sur un DEX, soit les reconvertir via Kairos avec un délai. En attendant, je pourrais aussi utiliser ces KaiSol dans la DeFi. Donc sur Camino toujours, je peux les supply, donc les prêter. Ici par contre, je ne perçois pas de rendement supplémentaire, mais je reçois des points pour l'airdrop de Kairos. Ou je peux les mettre dans un pool de liquidité, donc par exemple un pool JITO-SOL KaiSol. Le JITO-SOL étant un liquid staking token, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'un autre protocole qui est JITO. Et donc, je percevrai en plus 4,5% de rendement et je gagnerai des points sur Kairos également. Donc, je gagnerai 8% sur mes sols, plus 4,5%, soit plus de 13% de rendement finalement. Ça devient intéressant quoi. Et donc, depuis le dashboard, on peut voir ma position et les pourcentages générés. Mais on va avoir les prêts et les pools de liquidité plus précisément dans la partie juste après. Donc, en résumé, staker, c'est participer au réseau tout en gagnant des intérêts. Et le liquid staking pousse le concept plus loin en rendant ses positions liquides et utilisables. C'est un excellent moyen pour les détenteurs de crypto long terme de faire travailler ses actifs au lieu de les laisser dormir tout en restant dans l'écosystème décentralisé. Prêt, emprunt et liquidité. Borrow Lending. Avant de plonger dans les prêts et emprunts DeFi, il faut comprendre un mot essentiel, la liquidité. En finance, traditionnelle ou crypto, la liquidité, c'est la capacité à acheter ou vendre un actif rapidement et sans trop impacter son prix. C'est absolument essentiel, les protocoles avec le plus de liquidité sont généralement les plus stables et les plus utilisés. Dans la DeFi, tout repose sur des pools de liquidité, c'est-à-dire des réserves de tokens déposées par des utilisateurs dans des smart contracts. Ces pools rendent possible les swaps, donc les échanges, et les prêts emprunts. Car sans liquidité, pas d'opération possible. Donc avant de parler des prêts emprunts, regardons d'abord comment ces pools fonctionnent. Un pool de liquidité, c'est un pot commun de deux tokens, par exemple ETH et USDC, ou comme tout à l'heure, JITO-SOL KaiSol, que les utilisateurs déposent dans un DEX comme Uniswap, Orca ou Camino. Chaque fois qu'un swap est fait, le smart contract prélève dans ce pot et ajuste le prix selon une formule mathématique. Les utilisateurs qui déposent des fonds dans le pool, donc les fournisseurs de liquidités, gagnent une part des frais de transaction prélevés à chaque échange. C'est leur récompense pour avoir mis leurs fonds à disposition. Alors, pour les prêts et emprunts décentralisés, l'idée est similaire à celle d'une banque qui prend des dépôts et émet des prêts.
Sauf qu'ici, la banque est remplacée par un smart contract. Des plateformes comme Aave sur Ethereum et d'autres réseaux ou Compound ont popularisé ce modèle et on voit émerger des équivalents sur Solana, par exemple Solend, ou Camino comme on l'a vu tout à l'heure. Comment ça marche? Vous avez deux types d'utilisateurs, les fournisseurs de liquidités, ceux qui déposent des fonds, et les emprunteurs. Si je dépose mes cryptos sur le protocole, je deviens un prêteur et je gagne des intérêts. Si j'emprunte, je paierai des intérêts. La grande différence avec la vraie vie, c'est qu'un prêt dans la DeFi est surcollatéralisé. C'est-à-dire que pour emprunter, je dois déposer plus de valeur que ce que j'emprunte. Par exemple, je peux déposer l'équivalent de 2000 $ en Ether et emprunter 1000 $ en stablecoin. Mon Ether sert de garantie. Tant que je rembourse ou que la valeur de mon collatéral reste suffisante, tout va bien. Si la valeur de l'Ether chute trop et que ma garantie ne couvre plus le prêt, le protocole déclenchera une liquidation et il vendra mon Ether déposé pour rembourser le prêt et ainsi protéger le pool. On reparlera de ce risque un peu plus tard. Donc c'est très risqué quand même et je vous conseille pas forcément d'emprunter. Mais finalement, à quoi ça sert d'emprunter de la crypto justement? Mais paradoxalement, souvent on emprunte non pas parce qu'on manque d'argent, mais pour réutiliser des fonds sans les vendre. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, j'ai de l'Ether que je ne veux pas vendre car je crois en sa valeur long terme. Mais j'ai quand même besoin de liquidité maintenant. Je peux du coup emprunter des stablecoins en déposant mon Ether en collatéral. Ainsi, j'obtiens par exemple 1000 $ en USDT que je peux utiliser pour investir ailleurs, pour faire une dépense. Et plus tard, je rembourserai ces USDT pour récupérer mon Ether. Et je paie un intérêt, donc mettons 5% annuel, aux fournisseurs de liquidités qui ont déposé des USDT. Après, on peut faire ce qu'on appelle des boucles selon les pourcentages. C'est-à-dire, pour l'exemple, imaginons tu peux emprunter sur Camino à 3% et tu peux déposer sur Solend à 6%. Donc finalement, en partant de pas grand-chose, tu arrives à toucher du rendement à partir de rien. Et c'est souvent une pratique utilisée quand on forme les airdrops. Donc, deux choix s'offrent à toi dans cette partie. Supply tes cryptos, donc les prêter et toucher des rendements, ou les déposer dans un pool et toucher des rendements également. Et voilà pour cette première partie, du coup, comme je te disais, du coup, on va couper la vidéo en deux. Si tu regardes la vidéo après le 25 mai 2025, je vais te mettre la deuxième partie juste là en lien. Et si tu la regardes avant, je la reposterai. Enfin bref, tu verras bien. En attendant, déjà là, je peux te laisser avec cette vidéo sur l'orientation politique de Bitcoin depuis sa création. C'est une vidéo qui m'a demandé pas mal de taf et franchement, je la trouve cool. C'est assez intéressant de se poser ce genre de questions, surtout actuellement où on a un gros débat philosophique au sein de la communauté Bitcoin sur le up return, etc. En tout cas, n'oublie pas le giveaway, 20 $ à gagner facilement. Tu commentes, tu likes et tu t'abonnes si ce n'est pas le cas. Et je te dis à bientôt et à la semaine prochaine. Ciao!